Alors je vous propose aujourd'hui pour cette émission d'été deux entretiens inédits, l'un avec Éric Froment, auteur de Jules Ferry, C'est inconnu, une biographie publiée aux éditions de l'Harmattan, et puis d'autre part l'ouvrage de Thierry Bouclier consacré à Alphonse de Chateaubriand que publie dans la collection Qui suis-je, les éditions Pardès. Alors, je reçois aujourd'hui Éric Froment qui vient de publier aux éditions de l'Harmattan Jules Ferry, C'est inconnu. Éric Froment qui est économiste, qui a réalisé il y a quelques années un ouvrage marquant intitulé Les clés du renouveau grâce à la crise et qui s'est donc intéressé à un personnage dont il faut bien dire que son nom est très connu, ne serait-ce que parce qu'il est celui de très nombreuses écoles, collèges ou lycées en France, mais dont il faut bien dire qu'aujourd'hui son existence l'est beaucoup moins. Cette histoire des débuts de la Troisième République apparaît désormais bien lointaine pour nos contemporains. Alors, Éric Froment, pourquoi Jules Ferry? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser particulièrement à ce personnage? Eh bien, elles sont nombreuses et il y a en particulier celle que vous venez de citer. C'est-à-dire que le titre, d'ailleurs, Jules Ferry, C'est inconnu, montre bien qu'il fallait remettre au goût du jour la connaissance à la fois de la vie de Jules Ferry, qui est né en 1832, mort en 1893. Autrement dit, il couvre le 19e siècle, et ce siècle a été un siècle fondateur de nos institutions, de nos modes de vie, pour le meilleur et pour le pire. Il est donc important de comprendre quelle est l'évolution de la France politique et sociale tout au long de ce 19e siècle, et Jules Ferry, qui est un personnage important, comme vous l'avez dit, permet aussi d'analyser le 19e siècle dans son ensemble. Alors, ce livre est original à plus d'un titre, je le crois en tout cas, parce que d'une part, et je vous remercie de me recevoir pour en parler, parce que c'est d'abord la première biographie de Jules Ferry, et il y en a eu pourtant un certain nombre, qui respecte la chronologie. Or, si on ne respecte pas la chronologie, vous le savez bien en tant qu'historien, on trouble le jugement, parce que les événements sont interdépendants. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai voulu que l'on comprenne ce qui s'était passé tout au long du 19e siècle, et en particulier lors de l'instauration de la Troisième République, parce qu'il y a énormément de liens, de parallèles qu'on peut faire avec la situation actuelle. Alors, là, j'ai l'embarras du choix, mais le fait que Jules Ferry se soit positionné dans un courant qu'on a appelé opportuniste à l'époque, mais si nous employions le vocabulaire d'aujourd'hui, nous disons qu'il était social-démocrate. Comme Gambetta d'ailleurs, qui avait un positionnement officiel un peu plus à gauche, mais en réalité, il y avait une feuille de papier à cigarette entre Gambetta et Jules Ferry. Ça, c'était donc le positionnement d'aujourd'hui social-démocrate. Oui, c'est centre-gauche. Centre-gauche, absolument. Et en fait, il y a eu de nombreux liens avec ceux qu'on appelait les orléanistes, qui étaient des monarchistes, qui ont été élus le 8 février 1871, lorsqu'il y a eu, à la demande du vainqueur prussien devenu allemand, des élections législatives. À l'Assemblée de Bordeaux. Et là, si vous voulez, il y a eu une majorité monarchiste, mais qui était fondamentalement divisée entre un courant orléaniste et un courant légitimiste, et le courant orléaniste a voté la République. Donc on voit bien que, d'abord, derrière les étiquettes, il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes que les étiquettes. Et il y a eu de fait une certaine alliance sur un bon nombre de points entre les sociodémocrates de l'époque, le centre-gauche, et le centre-droit, c'est-à-dire les orléanistes. Or, c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Les élections, si je peux me permettre une parenthèse, les élections européennes ont montré, une fois de plus,
que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, nous ne sommes plus dans une opposition gauche-droite, nous sommes dans une représentation triangulaire de la vie politique française, avec une gauche radicale, un centre radical et une droite radicale. Et il n'y a plus de place pour les demi-mesures. Je pense que l'échec des Républicains vient du fait qu'ils ont voulu à la fois présenter un courant centriste et un courant de droite, et que ça, aujourd'hui, ça n'est plus compatible. C'est le même raisonnement pour la France insoumise, qui d'un côté s'oppose à la mondialisation, ce qui plaît bien à tous les perdants de la mondialisation, mais de l'autre, ils sont immigrationnistes, et évidemment, c'est incompatible, puisque ça fait toujours du mal à ceux qui sont les perdants de la mondialisation. C'est donc cette représentation triangulaire qu'il faut avoir à l'esprit. Je vous ai apporté cette représentation qui me semble tout à fait d'actualité. Ça, c'est un premier point, si vous voulez, c'est un premier parallèle entre l'époque de Jules Ferry et l'époque d'aujourd'hui. Deuxième parallèle que je peux faire aussi, c'est évidemment la colonisation qui, là, fait partie aujourd'hui des critiques qui sont formulées par les gauches à l'égard de Jules Ferry, mais à l'époque, c'était tout à fait considéré comme normal, et on parle beaucoup de la fameuse phrase de Jules Ferry sur les races supérieures qui ont le droit et le devoir d'éduquer les races inférieures. Mais il faut savoir aussi que c'est Gambetta qui a lancé l'idée de la colonisation pour diverses raisons, et qui l'a dénoncé dans une phrase qui est beaucoup plus complexe, mais que les journalistes ont résumée par le péril jaune. Et il parlait de la menace que représentait la race chinoise sur la race latine, dont la France était à la tête, laquelle race latine allait se laisser prendre en tenaille entre la race slave, la race anglo-saxonne, il oubliait la race germanique au détail, mais enfin bon, et que c'était la raison pour laquelle il fallait prendre pied en Indochine, de façon à faire barre, disait-il, à l'envolée de la race chinoise. Donc tout ça, si vous voulez, c'est à remettre dans son contexte, et ce qui est extrêmement amusant, d'un certain point de vue d'historien en tout cas, quand on se contente d'être un observateur, c'est que lors des fameux débats à la Chambre des députés en 1885, lorsque effectivement les 25 et 27 juillet, Jules Ferry a prononcé par 2 fois la fameuse phrase, Camille Pelletan, qui avait été choisi par le parti radical extrême gauche pour s'opposer à la politique de colonisation de Jules Ferry, a dit « Mais si vous continuez comme ça, la France va être envahie par des populations qui seront démographiquement supérieures. » Et donc, on croirait entendre Renaud Camus et son grand remplacement. Donc, vous voyez que... Il y a des analogies intéressantes à établir entre les périodes. Oui. Absolument. Et ce que croient nos contemporains aujourd'hui sur la colonisation n'a strictement rien à voir avec ce qui se passait, puisqu'il y avait en fait un centre qui voulait la colonisation, parce que ce centre gauche et ce centre droit représentaient le milieu des affaires. Et d'ailleurs, il y a eu, par exemple, en Annam, c'est-à-dire au Vietnam d'aujourd'hui, la création de la régie de l'opium, alors que le roi de l'Annam avait interdit l'opium. Donc, vous voyez qu'on n'a pas hésité sur les moyens de faire de grosses affaires. Bon. Et on a introduit aussi le jeu, qui était aussi interdit par le roi de l'Annam. Donc, du moment qu'on gagnait de l'argent, tout allait bien. Et ce qui fait que la colonisation a été critiquée, faite par le centre, mais critiquée par l'extrême gauche et critiquée par la droite. Tout à fait. Bon. Parce que la droite, il faut le rappeler, elle avait les yeux tournés vers la ligne bleue des Vosges et songeait en priorité à la revanche et craignait que la France ne perdît ses forces et son énergie dans des aventures lointaines dont elle ne voyait pas l'utilité. Absolument. Avec un petit bémol néanmoins, c'est que le Vatican estimait par contre que c'était une façon d'amener à Jésus des populations qui jusque-là ne le connaissaient pas. De développer les missions, voilà. Effectivement. Et c'est d'ailleurs
pour cette raison que l'extrême gauche, en 1887, lors de l'élection présidentielle, qui a suivi le scandale des décorations, qui a obligé Jules Grévy à démissionner, l'extrême gauche a qualifié Jules Ferry de candidat du Vatican, ce qui quand même, compte tenu de ce qu'il avait fait dans l'enseignement, mais vous voyez, on parle... Aujourd'hui, c'est un autre parallèle. On parle aujourd'hui de fausses nouvelles qu'on appelle des fake news, parce qu'en anglais, c'est beaucoup mieux. Mais il y en a eu. Dire que Jules Ferry était le candidat du Vatican, c'était quand même pour le moins excessif. Oui. Et puis, il y a une autre fausse nouvelle absolument colossale, dont je pense qu'il convient de parler, c'est le discours de Jules Favre après l'entrevue de Ferrières, qui est un vrai scandale, en fait. L'entrevue de Ferrières avec Bismarck. Voilà, en deux mots, donc tout ça vous le savez très bien, je le dis pour les téléspectateurs, 2 septembre 1870, défaite de Sedan, Napoléon III empereur prisonnier, 4 septembre, les Républicains proclament la République, ils prennent le pouvoir de force, ils n'ont aucune légalité, aucune légitimité, mais ils le font. Il crée un gouvernement dit de défense nationale, que Lord Russell, diplomate britannique qui parlait aussi bien français que vous et moi, a qualifié de gouvernement de démence nationale, tellement il considérait que c'était peine perdue pour les Français d'essayer d'inverser le cours militaire des affaires. Et le 19 et 20, Jules Favre rencontre Bismarck. Bismarck demande Strasbourg et sa banlieue, considérant que c'est un verrou qu'il faut faire sauter pour l'Allemagne, et il demande 1 milliard de francs or. Napoléon III, qui est le seul pouvoir légal et légitime, donne son accord, et Jules Favre dit à la Chambre des députés Bismarck demande toute une province, c'est un scandale, nous continuons la guerre. Et ça finit au mois de janvier 1871 avec, d'une part, l'ensemble de l'Alsace-Lorraine, puisque Bismarck se fâche, il commence par demander l'ensemble de l'Alsace, puis, sous la pression des sidérurgistes allemands qui avaient déjà le charbon de la roue, veulent le faire des mines du nord de la Lorraine, et il demande 5 milliards de francs or. Plus, en termes de conséquences de cet énorme mensonge, le siège de Paris, la commune qui a évidemment un lien avec le siège de Paris, commune qui a fait entre 20 et 30 000 morts, donc la responsabilité de Jules Favre en particulier et de l'ensemble du gouvernement républicain de l'époque est absolument colossale. Donc voilà une époque effectivement à partir de laquelle on peut établir des comparaisons éclairantes avec aujourd'hui certains aspects de notre histoire actuelle. Mais revenons-en à Jules Ferry, au personnage lui-même. Qui est-il? D'où vient-il au départ? C'est un Lorrain, c'est un Vosgien? Absolument, il est né à Saint-Dié, des Vosges, et dans une famille bourgeoise. Son père est avocat. C'est une bonne question parce que la lignée paternelle est strictement athée et très militante de ce point de vue. Il est formé à cela. Sa mère, qui meurt quand il a 4 ans, mais qui a laissé des traces importantes, notamment par sa fille qui est restée aussi catholique qu'elle. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que au début du XIXe siècle, on considérait qu'il était bon, même quand on était soi-même athée, d'avoir une épouse catholique, pieuse, parce que c'était la meilleure façon d'éduquer les enfants de manière tout à fait... Ça correspondait à un modèle social admis à l'époque. Et à la fin du XIXe siècle, notamment lorsque Jules Ferry épouse Eugénie Rissler, qui appartient à la haute aristocratie républicaine, c'est-à-dire à la haute bourgeoisie bancaire et industrielle, Eugénie Rissler est protestante par sa famille, mais néanmoins, elle refuse tout mariage religieux, que ce soit à l'église catholique ou au temple protestant. On voit bien l'évolution là de la France du début du XIXe siècle à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire une déchristianisation considérable, au point d'ailleurs que se crée à la fin du XIXe siècle une alliance contre l'athéisme où se rassembleront catholiques, protestants, israélites et spiritualistes de gauche comme Jules Simon, qui en sera d'ailleurs le président. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons, un point intéressant, c'est que
Adolphe Crémieux, qu'on connaît par le fameux décret Crémieux, mais qui a joué un rôle plus large que ça, si vous voulez. En 65, on est encore loin du grand couvent, du couvent du Grand Orient de 1877. Adolphe Crémieux quitte le Grand Orient parce qu'il en voit la dérive athéiste et lui est très attaché à la religion israélite et même si sa sœur par contre se convertira à la religion catholique, mais lui est très attaché à la religion israélite. Hein. C'est une famille de juifs du pape, comme on dit, c'est-à-dire des juifs qui ont trouvé refuge en Avignon au moment de l'Inquisition espagnole. Oui. Et lui est très attaché à la religion et donc il va jouer un rôle important dans l'Alliance israélite et dans l'Alliance contre l'athéisme. Et on voit bien, là encore, si vous voulez, au cours du 19e siècle, non pas seulement la déchristianisation, la religion, je ne sais pas comment on doit dire, mais en tout cas l'athéisation progressive, si vous voulez, de la société, la déspiritualisation, je dirais, de la société française. Et alors le jeune Jules Ferry, donc ce jeune Vosgien, il va venir à Paris pour ses études. Ses études supérieures, oui. Pour ses études supérieures, il va avoir une formation d'avocat. Absolument. Et il va s'engager en politique. Nous sommes alors sous le Second Empire. Absolument, il s'engage en politique indirectement, c'est-à-dire qu'en fait il est passionné de politique parce que son père l'a formé à la politique, parce que lui-même sait qu'il a des compétences qui font de lui un brillant étudiant. Il fait des études d'avocat, mais d'ailleurs il aura une carrière extrêmement faible comme avocat, il ne sera pas très bon parce qu'il pense à autre chose. Il pense à la politique. Il pense à la politique. Ouais. Il assiste à tous les débats à la Chambre des députés, il se lie pour cette raison-là d'amitié avec des gens qui sont de tous les courants d'ailleurs, puisque Berryer, qui a sa rue à Paris, et qui est un légitimiste. Un légitimiste, bien sûr. Il a grande erreur. Avocat lui aussi, grande tête d'ailleurs du barreau. Mais Berryer se trompe complètement, puisqu'il pousse Jules Ferry, alors que Jules Ferry, une fois au pouvoir, fera tout va être un adversaire, politique. Absolument, bien sûr. Absolument. Ça, c'est la vision à court terme. Donc il fait ses premières armes sous le Second Empire, sur le plan politique, mais jusqu'en 1870, les perspectives pour les républicains paraissent quand même limitées, parce qu'il y a eu le programme de Belleville de Gambetta, mais le plébiscite organisé en 1870 cautionne en quelque sorte le régime impérial et montre que la population, les citoyens, acceptent les réformes engagées par Napoléon III dans le cadre de l'Empire libéral. Donc il peut y avoir une certaine désespérance qui assaille ces jeunes militants républicains à ce moment-là. Alors il y a en effet plusieurs choses, vous avez raison de souligner cela. D'une part, il y a ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une légitimation renouvelée de Napoléon III. Et puis, il y a aussi, pour Jules Ferry, une difficulté, c'est que ceux que Émile Ollivier, vous venez de parler de l'Empire libéral, ceux que Émile Ollivier appelait les vieilles barbes, c'est-à-dire ceux qui sont d'une génération précédente, qui ont fait 1848, n'entendent pas lâcher leur influence, lâcher le pouvoir à l'intérieur du courant. Courant, je dis courant parce que le Parti républicain, à ce moment-là, n'existe pas en tant que tel, même si... bon. Et il se trouve que Jules Ferry, d'ailleurs, dira à plusieurs reprises qu'il y a entre lui et l'extrême gauche une opposition irréductible. Les choses sont très claires. Et on voit bien aussi le parallèle aujourd'hui avec une gauche extrêmement radicalisée et puis un centre qui peut être un centre-gauche, mais visiblement on ne s'entend plus, si vous voulez. Hein. Bien sûr, oui. Et alors il va faire partie, quand la République est proclamée en 1870, il va faire partie donc au début
début de ce qu'on va appeler la République des Jules, où on va retrouver les Jules Simon, Jules Favre, Jules Grévy, Jules Ferry. Alors, au départ, quelle est sa position dans cette nébuleuse-là? Alors, au départ, il a une position qui n'est pas la bonne, si j'ose dire. Il ne le sait pas encore, d'ailleurs, mais il sait que c'est un strapontin, mais il sait qu'il est jeune et qu'il peut attendre d'avoir un... Mais en fait, c'est une très mauvaise position, parce qu'il est nommé responsable des approvisionnements à Paris, et là, ça va se terminer par l'insulte Ferry-Famine, parce qu'il va rationner la population. Oui. Il va y avoir des attitudes qui vont être un peu troubles, c'est-à-dire que visiblement il y a des préférences qui sont données, et ce sobriquet Ferry-Famine va lui rester. S'ajouteront d'autres sobriquets de type Ferry prussien, Ferry tonkinois, et lors de la Commune, il va risquer sa tête par 2 fois, quand même. C'est-à-dire les communards lui reprochent donc ses responsabilités pendant le siège de Paris? Absolument. Il lui reproche ses responsabilités pendant le siège de Paris. Il lui reproche cette famine qui a été organisée. Il lui reproche d'avoir été du côté de Thiers, qui a organisé un peu la famine, et qui, d'autre part, a annulé, pardon, le mot m'échappe, mais vous savez, quand on autorise les gens à ne pas payer leur loyer... Oui, tout à fait. Oui, vous êtes comme moi, c'est pas grave. Et là, d'un seul coup, Thiers, qui sait très bien que personne ne peut payer son loyer, ne peut payer ses dettes puisqu'il n'y a pas de revenus, parce que la population subit le siège prussien, eh bien évidemment, ça, si vous voulez, c'est extrêmement dommageable, et c'est une des causes du soulèvement qui était communard. Un soulèvement à la fois patriotique et social, fondamentalement, avec certes des dirigeants qui étaient à l'extrême gauche, mais il y avait une dimension fond, patriotique et social. Incontestable. Absolument. Dans cette volonté de continuer la lutte qui était un petit peu illusoire, mais c'est une réalité incontestable chez des officiers comme Louis Rossel, par exemple, qui est une des figures de la Commune. Alors, il va y avoir la période où l'Assemblée de Bordeaux a été élue. On a une majorité tout à fait à droite, une majorité monarchiste, en fait, dans cette République proclamée en 70. Pendant toute cette période, Jules Ferry, évidemment, n'est pas dans les parages du pouvoir, à l'époque de MacMahon notamment, mais ensuite, avec l'échec final de MacMahon, là, on voit à la fin des années 70, justement, tout ce personnel politique républicain arriver au premier rang, avec notamment l'élection de Jules Grévy à la présidence de la République. Et c'est là, pendant les années qui suivent, en gros entre 1880 et 1885, que va se situer pour l'essentiel le rôle politique majeur de Jules Ferry, sur 2 terrains principalement. D'une part, le domaine de l'enseignement, il est resté pour cela une icône de la Troisième République, et puis d'autre part, évidemment, Ferry, l'homme de l'expansion coloniale. Alors, tout d'abord, en matière d'enseignement, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Parce qu'on a souvent avancé l'idée que l'école publique, c'est Jules Ferry, etc. C'est pas aussi exact que cela. Déjà, Guizot avait commencé le travail, Victor Duruy sous le Second Empire. Qu'est-ce qu'il apporte de radicalement nouveau qui a fait qu'on le considère toujours comme le père de l'enseignement public? Alors, ce qu'il apporte de manière radicale, puisque je reprends votre mot, c'est simplement le fait d'extraire la religion catholique dans l'enseignement. Voilà, c'est ça. Parce que je fournis d'ailleurs dans ce livre des statistiques qui montrent que 90% des écoles qu'on trouve en 1897 existait déjà en 1877, et comme vous venez de le rappeler, en 1877, les républicains n'avaient pas véritablement de pouvoir, et Jules Ferry ne commence véritablement sa politique de réforme de l'enseignement, appelons-la comme ça, qu'en 1881.
Donc on a bien là une attitude qui est strictement une attitude politique. Il a consacré 70% des crédits, je donne là aussi les informations dans mon livre, il consacre 70% des crédits de son ministère à transformer des écoles religieuses en écoles publiques, c'est-à-dire en fait athéistes, et seulement 30% à construire de nouvelles écoles en fonction de l'élargissement de la population des enfants. Et puis aussi la volonté de créer un corps d'enseignants nouveau qui passe par un moule républicain bien radical, à travers l'organisation des écoles normales d'instituteurs qui vont fournir les fameux hussards noirs de la République. Absolument. Alors il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on puisse dire quelques mots également des affaires coloniales. Jules Ferry, c'est un champion de l'expansion coloniale, mais il va devoir compter au sein du camp républicain avec de farouches opposants. Pour deux raisons. D'abord parce que l'extrême gauche menée par Clémenceau avait la même attitude que la droite en ce qui concerne la ligne bleue des Vosges, c'est-à-dire reprendre l'Alsace-Lorraine, et ne voulait pas que la France se disperse dans les colonies. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, Clémenceau voulait abattre Jules Ferry. On ne sait pas aujourd'hui, nos contemporains malheureusement ne savent pas que le pire ennemi de Jules Ferry a été Clémenceau. Il a été le pire ennemi de beaucoup de monde d'ailleurs, Clémenceau. Mais la rupture entre opportunistes et radicaux, à l'époque, elle pesait extrêmement lourd. Oui. Aujourd'hui, on a tendance à réunir tout ça dans une espèce de collection des pères fondateurs de la République, mais sont des gens qui étaient dans des situations d'antagonisme très fort, et notamment sur le plan colonial. Clémenceau s'est toujours opposé à Jules Ferry, qui va chuter d'ailleurs en 1885 sur cette question. C'est l'affaire de Langson en Indochine, où Ferry va tomber, alors que finalement l'affaire en question, c'est un incident frontalier qu'on va transformer en une espèce de défaite, d'échec gigantesque, qui fait qu'on va avoir là le prétexte pour se débarrasser de Ferry, le Tonkinois. Absolument. Alors, il y a un dernier point également, une question. Est-ce que Ferry était franc-maçon ? Oui, il l'a été. Il a été initié en 1875, avec d'ailleurs Émile Littré et Virubov, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si vous voulez, l'initiation de Jules Ferry est à la fois un grand événement et un non-événement. C'est un grand événement parce que ça veut dire qu'on l'intègre, on le coopte dans les cercles du pouvoir. C'est un non-événement parce qu'il ne sera pas un maçon assidu. Il va d'ailleurs quitter la loge de la Clémente Amitié, qui pourtant est la loge où se trouvent tous les grands de ce monde du moment, pour la loge Alsace-Lorraine. Alors, certes, il est très attaché à l'Alsace-Lorraine, mais enfin, c'est une façon de ne pas voir des gens qu'il voit trop souvent, en fait. Et juste un point, ce qui est extrêmement important dans l'initiation de Jules Ferry, d'Émile Littré et de Virubov, c'est que la franc-maçonnerie intègre le positivisme. En tout cas, le Grand Orient, parce que la franc-maçonnerie ne s'inhibite pas au Grand Orient, mais le Grand Orient, qui a tout pouvoir pendant la Troisième République, intègre le positivisme, et ça c'est important parce que même si Auguste Comte n'était pas franc-maçon, il a pesé énormément c'est son idéologie qui sous-tend la pensée maçonnique à l'époque. Sur le 19e siècle, absolument. Bien, merci beaucoup Éric Froment pour tous ces éclairages concernant Jules Ferry, cet inconnu que du coup nous connaissons beaucoup mieux à la lecture de votre livre qui est publié donc aux éditions de l'Harmattan. Merci à vous et merci à TV Liberté. Je reçois aujourd'hui Thierry Bouclier, qui est avocat, mais également historien, qui nous propose aujourd'hui une biographie d'Alphonse de Chateaubriand dans l'excellente collection Qui suis-je, publiée par les éditions Pardès. Thierry Bouclier, qui a également consacré une biographie à Jean-Louis Tixier-Vignancourt, ce qui nous renvoie
un certain temps en arrière, à la fameuse candidature de 1965 au présidentiel, et puis qui, dans cette collection publiée par les éditions Pardès, donc je rappelle la collection Qui suis-je, a également rédigé une biographie d'ADG, le fameux auteur de romans policiers disparu il y a quelques années. Alors, Thierry Bouclier, Alphonse Chateaubriand, c'est à la fois aujourd'hui un auteur oublié, très largement, et un peu un auteur maudit aussi, du fait de son parcours durant les années les plus sombres de notre histoire, comme chacun sait. C'est intéressant de revenir sur lui, parce que, outre cette séquence 1940-1945, il y a toute une histoire en amont. Alphonse Chateaubriand a été prix Goncourt, prix du roman de l'Académie française, est un grand écrivain reconnu à son époque, ensuite une carrière de journaliste également extrêmement brillante. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à vous intéresser spécialement à cette figure, on va dire globalement, du 1er XXe siècle? Alors, comme vous le dites, c'est un auteur qui est tombé un petit peu dans l'oubli, mais c'est surtout un auteur qui est confondu, parce qu'il faut bien préciser que Alphonse Chateaubriand n'est pas François-René de Chateaubriand. Oui, il y a un T au lieu d'un D. Exactement. Voilà. Donc les deux auteurs n'ont pas de lien de parenté, ils ne sont pas du même siècle, donc ils sont très différents l'un de l'autre, et la confusion entre les deux est souvent faite. Alors, ce qui m'a poussé à m'intéresser à Alphonse Chateaubriand, c'est avant tout deux de ses romans, Monsieur des Lourdines, pour lequel il a eu effectivement le prix Goncourt en 1911, et La Brière en 1923, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, et qui sont deux romans que je considère comme deux œuvres majeures du XXe siècle. D'ailleurs, La Brière a été un des plus forts tirages de l'entre-deux-guerres. Et donc, ayant lu très jeune ces deux romans de Chateaubriand, j'ai lu d'autres de ses ouvrages, comme La Meute ou Les Pas enchantés, qui est un très beau, c'est en quelque sorte ses mémoires de manière très romancée, qui est très bien écrit. Et bien évidemment, cela m'a amené à découvrir toutes les facettes du personnage, y compris l'aspect le plus sombre de sa personnalité. C'est donc l'aspect littéraire du personnage qui vous a retenu initialement. Exactement, c'est avant tout parce qu'il faut dire que je me souviens très bien dans les années 1950-1960, il était publié en livre de poche à l'époque, il faisait partie en quelque sorte du paysage littéraire du XXe siècle, au même titre qu'un Pierre Benoît, par exemple. Alors, c'est vrai mais ensuite, on l'a vu un petit peu disparaître sur ce terrain-là. Décédé en 1951, son fils, Robert de Chateaubriand, a entrepris, dès le décès de son père, tout un travail de mémoire, de publication d'un certain nombre de ses ouvrages qui n'avaient pas été publiés de son vivant. Comme beaucoup d'auteurs, parfois les publications posthumes sont supérieures en nombre aux publications qui ont été faites de leur vivant. Et donc Robert de Chateaubriand a entretenu la mémoire de son père dans les années 50, 60, 70, et puis comme beaucoup d'auteurs, il est effectivement tombé dans l'oubli, surtout un auteur maudit comme il l'était du fait de son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un petit peu le basculement des années 70 où la relecture de la période de l'occupation a complètement rejeté dans l'oubli un certain nombre d'écrivains. Mais sur un plan strictement littéraire, puisque c'est la dimension qui vous a retenu initialement, comment pourriez-vous, en quelques mots, résumer l'intérêt particulier que peut présenter cet auteur, notamment pour les jeunes générations d'aujourd'hui qui l'ignorent complètement? Alors, en ce qui concerne La Brière, je reprendrai une phrase de Dominique Vénère qui disait que le principal héros de La Brière, c'est la nature elle-même. Voilà. Puisque, effectivement, Chateaubriand, et on retrouve également cela dans Monsieur des Lourdines, Chateaubriand était un rural, c'était un hobereau, c'était quelqu'un qui aimait les arbres, qui aimait la nature, qui aimait la forêt. Et effectivement, au-delà de l'aspect romanesque, de l'histoire, La Brière, il y a une espèce d'enquête policière qui est menée dans tout le livre, mais effectivement, il y a une description de la nature, des paysages, qui ne peut pas laisser indifférent. C'est ça. Et on l'a rapproché souvent de La Varande. C'est vrai, d'un certain côté, il rappelle un petit peu La Varande. Et en quoi pourrait-on le distinguer du grand auteur normand? Alors déjà, La Varande était fermement royaliste,
communiste, ce qui n'était absolument pas le cas d'Alphonse Chateaubriand. Il a eu quelques relations, comme beaucoup d'auteurs, avec l'Action française dans les années 1920, mais voilà, ça n'a pas été jusque-là. On peut dire qu'effectivement, la Varande était quand même Dieu et le roi, ce qui n'était pas le cas de Chateaubriand, même si, effectivement, Chateaubriand était un écrivain mystique, un écrivain profondément chrétien, mais je pense qu'il avait un mysticisme qui n'était pas celui de la Varande. Alors, quelle était son origine là? Comment se présente sa période de formation? Alors, Chateaubriand est originaire des Pays-Bas, puisque ses ancêtres venaient des Pays-Bas. Il s'est installé dans l'ouest de la France au XVIIe siècle. Lui-même est né près de Rennes. Il est d'une famille d'aristocratie rurale. Et la particularité de Chateaubriand, quand on voit quel était son engagement politique ultérieur, c'est qu'au début, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il va un petit peu rompre avec son milieu familial. On peut dire que c'est un homme de gauche, plutôt à la fin du XIXe siècle. À l'époque de la campagne contre le capitaine Dreyfus, il est ouvertement dreyfusard, il le dit. Il a une vingtaine d'années à l'époque. Je rappelle, il est né en 1877, pour le situer dans le temps. Exactement. Et donc, à partir de cette période, il rompt un petit peu avec son milieu familial, il cesse de pratiquer, il ne va plus à la messe, il tourne le dos à la religion. Et il fait une rencontre fondamentale en 1906 avec l'écrivain Romain Rolland. Voilà. Oui. Donc Romain Rolland, qui était plus âgé que lui, qui n'était pas du même milieu, qui était plutôt d'un milieu bourgeois, qui avait une dizaine d'années de plus que lui, qui était déjà célèbre à l'époque. Il avait commencé à rédiger son fameux roman Jean-Christophe, pour lequel il reçoit le prix Nobel de littérature en 1915. Et une véritable amitié va naître entre les deux hommes, amitié qui ne se démentira jamais, puisqu'ils correspondront toujours jusqu'en 1944, année du décès de Romain Rolland, et même lorsque leurs chemins idéologiques vont totalement diverger, puisque Chateaubriand, on va le voir, va lui s'orienter vers l'Allemagne, Romain Rolland étant communiste, communisant, et malgré cette divergence idéologique, les deux hommes seront très proches. En fait, ils se sont connus à Paris parce que le jeune Chateaubriand est monté à Paris à un certain moment. Alors, oui. Et ce contact avec Romain Rolland va lui ouvrir la voie du milieu littéraire, de la carrière littéraire. Exactement. Chateaubriand va faire paraître en 1906 un petit essai qui s'appelle Instantané aux Pays-Bas, qui est une description des Pays-Bas, joliment écrit. C'est un petit livre qui n'est pas d'une importance capitale, qui doit faire à peu près 80-90 pages, mais Romain Rolland va déceler le talent de Chateaubriand, et à la suite de cela, il y aura donc en 1911 Monsieur Deslourdines qui recevra le prix Goncourt, comme on a dit. Qui va être effectivement là, et là il a donc 34 ans. Voilà. Donc c'est très jeune qu'il est consacré par le prix Goncourt. Romain Rolland, en lisant le livre avant qu'il ne paraisse, écrira que c'est un ouvrage qui est de nature à rendre Chateaubriand connu dans le monde entier. Alors sa renommée n'est peut-être pas devenue mondiale, mais en tout cas de cause, cela lui a permis de rentrer vraiment dans le monde de la littérature du XXe siècle. Il est installé dans le paysage littéraire donc dès avant 14. Là-dessus survient la guerre, mais il va être mobilisé en 1914. Il est effectivement mobilisé pendant 4 ans, en tant qu'ambulancier. Donc on va dire s'il ne participe pas directement au combat, il voit quand même les drames, les drames, la dureté, la boue, le sang, les soldats qui meurent. Et bien évidemment, cela va le marquer. Cela va le marquer, je dirais, à vie. D'ailleurs, pour un petit peu expliquer son engagement politique de la guerre, c'est l'historien Henri Amouroux a eu cette belle phrase en disant que Chateaubriand est entré en collaboration en 1914, faisant partie de ces combattants préférant la haine du combat fraternel à la haine de l'ennemi héréditaire. Voilà. Et donc, ce qui explique son engagement de 1940 et qu'on retrouve chez des auteurs comme Drucker Rochelle ou comme celui. Romain Rolland, c'est l'époque où Romain Rolland se place au-dessus de la mêlée, selon le titre de son ouvrage, émigre en Suisse pour adopter une ligne pacifiste tout à fait radicale. Mais Chateaubriand va donc faire toute la guerre jusqu'en 1918.
1918, et là, il va renouer avec la carrière littéraire à l'issue du conflit. Voilà, donc il avait commencé La Brière avant le premier conflit mondial, il avait arrêté la rédaction de son ouvrage, et il va reprendre la rédaction au lendemain de la guerre, et La Brière va paraître en 1923. C'est ça, il y a une douzaine d'années d'écart, il y a 2 coups de maître là, qui assurent sa consécration, exactement. Qui assurent sa consécration comme écrivain. Puisqu'effectivement, après le prix Goncourt en 1911, il reçoit, comme on l'a dit, le Grand Prix du roman de l'Académie française pour La Brière en 1923. Pour La Brière. Donc il est installé dans le milieu littéraire parisien, il vit de sa plume durant toute cette période, et ce qui va changer pour lui les choses, c'est ce qui survient dans les années 1930, quand il découvre l'Allemagne nationale-socialiste, avec au bout du compte cet ouvrage qui pouvait faire scandale à l'époque, et La Gerbe des forces. Exactement. Et que nous dit-il justement à ce sujet? Ce que l'on peut dire, c'est qu'il va découvrir l'Allemagne grâce à une femme, Gabrielle Storms, née Castello, la mère de l'acteur Jacques Castello et de l'historien André Castello. Et donc Gabrielle Castello va devenir sa secrétaire, et elle, effectivement, est germanophile et tout à fait acquis aux événements qui se passent outre-Rhin, et c'est Gabrielle Castello qui va emmener Alphonse Chateaubriand en Allemagne. Ils vont y faire 3 voyages, et le deuxième de ces voyages, qui va durer, je crois, quelques 7 ou 8 mois, où là, ça va être un véritable, je dirais, reportage, où ils vont tout autant rencontrer les dignitaires du régime aller dans les villages, les tavernes. Que les gens ordinaires. Voilà, exactement. Et suite, et on peut dire que pour Chateaubriand, c'est une révélation. Chateaubriand tombe un petit peu en pamoison devant ce qui se passe outre-Rhin. De la même manière, le parallèle avec Romain Rolland est intéressant. Pendant que Chateaubriand est en Allemagne et qu'il découvre le nouveau régime, Romain Rolland, lui, est en Union soviétique, il rencontre les dirigeants de l'Union soviétique, et lui aussi est en admiration par rapport à ce qui se passe là-bas. De tous ces voyageurs en Union soviétique qui s'illusionnent sur les villages Potemkin qu'on leur présente. Exactement. C'est partie de tous ces intellectuels qui vont aller donner leur caution, en quelque sorte, au régime stalinien, alors qu'on est en plein dans la période des grands procès, au milieu des années 30. Exactement. Et donc Chateaubriand, lui, par rapport à l'Allemagne, va voir dans la révolution qui s'y passe une renaissance de la chrétienté médiévale, une résurgence de l'esprit de chevalier du Moyen-Âge, et donc son livre, donc La Gerbe des forces, va faire scandale. C'est un livre qui est, sur le plan littéraire, qui est intéressant, sur le plan de la découverte qu'il est également. C'est un témoignage extrêmement utile, ce que pouvait être la perception de l'Allemagne à cette époque. Ça fait écho aux cathédrales de Lumière, de Brasillac, et de quelques autres visiteurs qui n'ont pas mesuré toutes les dimensions, bien sûr, de cette révolution nationale-socialiste, mais elle avait des aspects séduisants, au même titre que la grande révolution d'octobre et l'espoir qui se levait à l'est de lendemain enchanté. Tout en sachant que Brasillac sera quand même extrêmement sévère à la sortie du livre de Chateaubriand, puisque Brasillac va étrier le livre. Il est hostile au livre, La Gerbe des forces. Il dit vraiment que c'est une démission d'intelligence française. Il parle de Jocrisse en Vilaya, donc il est extrêmement sévère par rapport au livre de Chateaubriand. Il a le sentiment que Chateaubriand s'est laissé abuser par la propagande du régime, alors que lui-même, Brasillac, va être fasciné par les congrès de Nuremberg. Mais lui, ça viendra plus tard, en 1937. C'est un petit peu décalé par rapport à Chateaubriand. Exactement. Et puis Brasillac est peut-être davantage séduit par la dimension romaine du fascisme, ou par l'aventure phalangiste en Espagne dans un premier temps. Que se passe en Allemagne. Exactement. Et alors Chateaubriand, j'imagine, à l'époque, on va lui reprocher cette attitude vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Il va se retrouver, j'imagine, quelque peu dénoncé, stigmatisé. Il va faire scandale. Alors, effectivement, scandale dans le monde littéraire. Sa position n'est pas comprise. Sur le plan politique, il va également, lorsque la guerre va s'approcher, un petit
peu être considéré comme faisant partie de la 5e colonne. Donc, lorsque les hostilités sont déclenchées, enfin, on va dire au début de l'année 1940, après la déclaration de guerre de 1939, Chateaubriand, sentant ou craignant d'être arrêté, va plonger dans une semi-clandestinité. Il va aller se réfugier dans Lyon, où il va effectivement attendre le déclenchement de la guerre en mai 1940 et l'exode et revenir à Paris une fois que les hostilités seront terminées. C'est l'époque où on s'en prend aux pacifistes, après le pacte germano-soviétique notamment, qui fait que le gouvernement Daladier prend des mesures. C'est l'époque où Giono va connaître une première fois la prison, par exemple, à cause de ces, où les députés communistes sont arrêtés. Ces positions pacifistes, les communistes, le parti ouvrier et paysan de l'époque, ils sont arrêtés, bien sûr. Donc, il réapparaît finalement sur la scène après la victoire allemande, au printemps 40 ou à l'été 40. Il réapparaît effectivement en juillet 1940, après avoir fait une connaissance, une rencontre importante, la rencontre avec l'écrivain Marc Augier, qui signera Saint-Loup. Puisque sous le nom de Saint-Loup, bien sûr. Marc Augier était à l'origine également un homme de gauche, un socialiste, partisan de Léon Blum. Des artisans des auberges de jeunesse auprès de Léo Lagrange. Exactement. Et Marc Augier va effectivement, lui, se convertir également, on va dire, au national-socialisme, comme s'est converti Chateaubriand, en lisant précisément La Gerbe des Forces. Et pendant que Chateaubriand était caché dans Lyon, Saint-Loup a réussi à aller le voir. Il a tout de suite été en admiration devant Chateaubriand. Et lorsque Chateaubriand revient à Paris après l'exode, donc à fin juin, début juillet 1940, Saint-Loup va le retrouver et ils vont fonder ensemble un hebdomadaire, l'hebdomadaire La Gerbe, qui va apparaître sans discontinuité de 1940 jusqu'en août 1944. Jusqu'en août 1944. Et qui rencontre un écho, rencontre un certain succès. Qui rencontre un succès, puisque c'est un journal au début uniquement sur 4 pages, qui va ensuite passer à 8 pages, et qui va tirer jusqu'à 140 000 exemplaires, ce qui est un... Alors, ce qui, je dirais, pour la presse de l'époque, n'était pas exceptionnel, puisque un journal comme Je suis partout, qui était beaucoup plus virulent que ne pouvait être La Gerbe, tirait, lui, à 300 000 exemplaires. Mais au-delà du côté politique, La Gerbe avait un succès dans la mesure où c'était un journal littéraire qui avait ses qualités, avec de grandes plumes. Chardonne a écrit dans La Gerbe, Giono, Drieux-La Rochelle, Ramon Fernandez. Voilà, il y avait toute je dirais une élite intellectuelle qui a écrit dans La Gerbe et qui explique son succès. Qui tombera sous les coups des suspicions que l'on sait du fait du comité des écrivains au moment de l'épuration. Évidemment, oui. Et alors, Chateaubriand est le directeur de La Gerbe, donc. Alors, c'est un journaliste engagé, en fait. Il fait partie du milieu qu'on a appelé, pour distinguer du milieu vichysois, du milieu collaborationniste parisien. Exactement, puisque outre La Gerbe, Chateaubriand va créer le groupe Collaboration, qui était un petit peu, je dirais, on va dire le côté intellectuel, peut-être presque mondain de la collaboration, où le groupe Collaboration va donc donner des conférences essentiellement. Ce ne sera pas du tout du militantisme une politique. Organisation intellectuelle. Exactement. Donc des orateurs dont Chateaubriand vont faire des conférences en France pendant les 4 années d'occupation, devant des auditoires assez nombreux. Chateaubriand va également rejoindre le comité d'honneur de la LVF lorsque celle-ci sera créée en 1941. On le voit dans certains meetings au moment de la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Voilà. Donc, lorsqu'effectivement il va y avoir cet engouement pour le petit monde collaborationniste, pour la guerre contre l'Union soviétique, Chateaubriand ça venait en quelque sorte conforter les prises de position de toute cette mouvance-là, de ces gens-là, puisque l'ennemi soviétique constituait un dénominateur commun avec l'Allemagne victorieuse la veille contre la France. Exactement. Ça a été un moteur essentiel dans le développement de la collaboration. C'est à ce moment-là qu'on voit
voit Doriot basculer aussi du côté de la collaboration. Doriot qui se proclamait homme du maréchal en 1940, qui est resté sur une certaine réserve, mais du moment qu'on s'engage contre Staline, contre les communistes, automatiquement il va y avoir un mouvement d'adhésion très fort dont les Allemands vont d'ailleurs jouer bien sûr habilement. Tout à fait. Et donc Chateaubriand, groupe collaboration, la LVF, le comité d'honneur, il sert un petit peu de caution morale, je dirais, à cette LVF en faisant partie de ce comité d'honneur. Il va également, parce que bien évidemment, il ne veut pas uniquement être cantonné dans le côté intellectuel, essayer d'avoir une activité politique un petit peu plus importante. Donc il va rejoindre ce que l'on a appelé le Front révolutionnaire national, qui était une espèce de fédération des mouvements collaborationnistes, un petit peu de la volonté des Allemands de mettre un petit peu la main sur Doriot, qui était un petit peu trop autonome aux yeux des Allemands. Donc ce front qui va rassembler le RNP de Marcel Déat, alors non, le PPF de Doriot finalement ne va pas le rejoindre, mais qui sera une expérience sans lendemain. Ce front va uniquement organiser 2 meetings au Veldiv, donc il y a une photo célèbre où on voit Chateaubriand aux côtés de Marcel Bucard à ce front. Et Lucien Rebatté participera à un des meetings avec tout le côté sarcastique de Rebatté. Rebatté se moquera méchamment ou gentiment méchamment, selon le terme qu'on a employé, de ce meeting. Et ce sera une expérience politique sans aucun lendemain. Et il y a des relations entre Chateaubriand et Drieux-La Rochelle. Alors Drieux, effectivement, donne des articles dans la Gerbe. Drieux a écrit quelques articles dans la Gerbe. Oui, tout ça s'inscrit dans ce que Paul Ceran a appelé le romantisme fasciste, dans un essai fameux dont Alphonse Chateaubriand fournit la matière d'un des chapitres. Aux côtés de Brasillac. Et alors, toute cette affaire-là va évidemment très mal se terminer, comme nous le savons. Comment se passent les choses pour Chateaubriand à partir de 1944 ? Eh bien, en août 1944, c'est Gabriel Castello qui signifie à Chateaubriand qu'il a tout intérêt à quitter la France, dans la mesure où l'épuration sauvage commence. Elle sera suivie ensuite par une épuration plus légale. Alors Saint-Loup a fait remarquer que si Gabriel Castello n'avait pas été là, Chateaubriand serait resté tranquillement à Paris, parce que il n'avait pas le sentiment d'avoir quelque chose à se reprocher finalement, parce qu'il n'avait commis aucun crime particulier. Donc il y avait un engagement purement idéologique, intellectuel. Voilà, donc une certaine naïveté de Chateaubriand par rapport à ce qui s'est passé en France à partir d'août 1944. Donc avec Gabriel Castello, Chateaubriand va quitter la France. Ils vont d'abord passer par Baden-Baden. Ils vont ensuite faire un petit détour par Sigmaringen. Ils vont être de la fameuse équipe de Sigmaringen. Alors, ils vont pas être très actifs, mais ça a quand même permis à Céline, dans son livre D'un château de croquer. On a un petit paragraphe que je reproduis, la présence de Chateaubriand à Sigmaringen. Et puis, Sigmaringen, bien évidemment, on n'aura qu'un temps. Ensuite, il se réfugie, s'avance toujours plus. S'exfiltrer vers des terres plus accueillantes. Voilà. Et ils finissent par atterrir en Autriche, à Kitzbühel, où ils vont s'installer et où Chateaubriand décédera en 1951. Il va réussir donc à s'installer en Autriche dans la clandestinité. J'imagine. Alors il va effectivement, il va être condamné à mort par contumace, il va être frappé d'indignité nationale, il sera condamné à mort par contumace en 1948 et ils vont avoir de la chance, peut-être un petit signe de la Providence, puisque lorsqu'ils vont arriver à Kitzbühel, ils vont tomber sur une femme, Edwige Petzold, qui avait connu Romain Rolland. Et alors que Edwige Petzold n'avait là encore pas du tout les idées d'Alphonse de Chateaubriand, elle était la veuve du poète autrichien Alphonse Petzold, qui était mort assez jeune dans les années 1920, et elle avait rencontré Romain Rolland chez l'écrivain juif Stefan Zweig. Et donc, au nom de l'amitié qu'elle avait eue pour Romain Rolland, c'est elle qui va héberger, cacher et va aider Chateaubriand
à vivre et à passer finalement les dernières années de sa vie dans une relative tranquillité en Autriche. Et il mourra en 1951 avant que Dehaene meure, lui, dans un monastère, italien. Alors, Alphonse Chateaubriand, donc auteur maudit s'il en est, après ce parcours des années 40-44, qu'est-ce que l'on pourrait retenir aujourd'hui susceptible de motiver de jeunes lecteurs pour qu'ils s'intéressent à Chateaubriand? Vous avez évoqué tout à l'heure ses capacités de description de la nature telles qu'elles apparaissent dans ses grands romans, Monsieur de Lourdines ou La Brière. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent susceptibles de séduire aujourd'hui un jeune lectorat, puisque ces générations-là, à l'évidence, aujourd'hui, ignorent tout à fait cet auteur? Alors, je pense qu'on peut dire que son œuvre n'a pas vieilli. Certains auteurs du début du XXe siècle, la lecture peut paraître un petit peu désuète, le style, on n'écrit plus aujourd'hui comme on pouvait écrire il y a 100 ans. Je pense que les jeunes générations ne seront pas rebutées par le style de Chateaubriand et qu'ils liront très facilement aussi bien Messieurs de Lourdines que La Brière. La Gerbe des Forces vaut pour son intérêt historique. C'est un témoignage, mais c'est certain que par rapport, je dirais, à l'état d'esprit actuel, c'est un livre qui peut... exactement. Une apologie du régime national-socialiste avec toutes les... Mais d'un point de vue historique, c'est un ouvrage très intéressant. C'est un témoignage tout à fait essentiel. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Thierry Bouclier, pour tous ces éclaircissements concernant l'œuvre d'Alphonse Chateaubriand. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chateaubriand, dans la collection Qui suis-je, aux éditions Pardèse. Merci. Merci à vous.